Bienvenue si vous nous rejoignez tout à l'heure. Coup de projecteur sur ces Français contaminés par la fièvre du samedi soir, cet appel irrépressible de la piste. Mais avant d'enflammer le dance floor, je vous propose un voyage beaucoup plus romantique. Direction l'Italie et la Toscane. La région est l'incarnation de la Dolce Vita. Florence, bien sûr, et ses monuments, mais aussi le célèbre Chianti. De quoi tomber amoureux. C'est ce qui est arrivé à plusieurs Français. Ils sont restaurateurs, vignerons, chanteurs ou musiciens et ils se sont installés dans cet écrin italien. Voici les splendeurs de la Toscane. C'est un reportage découverte signé Tam Melaka et Marie-Laure Gauthier. En Toscane, dans la cour de l'un des plus beaux palais de Florence, l'opéra résonne toujours, 4 siècles après y être né. Je trouve ça génial qu'ils fassent des opéras ici, je trouve ça fou, quoi. Cette musique italienne, jouée en Italie, c'est une vraie émotion parce que de toute façon, musicalement, c'est nourrissant. En plus, dans un lieu comme le Palazzo Pitti, c'est vrai que c'est assez incroyable. À 29 ans, Cécile, chanteuse lyrique, espère un jour être sur cette scène. Elle est ici avec sa mère pour passer l'audition du Maggio Fiorentino, le prestigieux opéra de la ville. En tant que professionnel, c'est sûr qu'on va les regarder, voilà, comment c'est monté, on va chercher un peu ce qu'il y a derrière. Et à côté de ça, on ne fait qu'espérer. Dans 2 jours, la Française participera à l'un des concours les plus sélectifs d'Italie. Des collines verdoyantes, au vignoble du Chianti, de Florence, berceau de la Renaissance, aux villages médiévaux, la Toscane est l'une des régions les plus belles du monde. Certains Français sont prêts à tout pour y réaliser leurs rêves. À la tête du restaurant le plus réputé de Florence, Annie est la première femme d'Italie à avoir décroché 3 étoiles au guide Michelin. Mais pour garder son titre, elle doit redoubler d'imagination à chaque nouvelle carte. Il faut quelque chose de nouveau, parce que dès qu'on se relaxe un petit peu, on tombe par terre. Dans le Chianti, Mathieu a repris le vignoble de son père, un certain Léo Ferret. Mais là encore, la concurrence est rude. Mathieu a donc décidé de partir à la conquête de nouveaux clients à l'étranger. C'est une lutte permanente. Mais, comme disait Léo, la lutte permanente, c'est pas mal aussi. Cécile et Paloma, elles, sont chanteuses lyriques. Elles rêvent d'intégrer l'opéra de Florence. Mais pour cela, elles vont devoir faire leurs preuves devant un jury très exigeant. L'habitude de chanter, c'est pas le problème, mais c'est le stress qui prend énormément d'énergie. Je sais pas quoi faire pour me mettre dedans. On n'est pas sortis là. Enfin, à Arezzo, Claude participe à l'une des fêtes les plus célèbres de Toscane, la Giostra del Saracino. Il va jouer sans partition et pendant plus de 8 heures. Un sacré défi. On a travaillé toute l'année pour ce jour-là, alors aujourd'hui c'est impossible de se tromper. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces Français, amoureux de la Toscane et de son art de vivre. Sur la côte toscane, à 2 jours du concours, Cécile prépare son audition sur des airs bien éloignés du répertoire classique. On est à mi-chemin. Alors quand je fais mon sport, je pense pas du tout ni à l'audition ni à la journée. Je pense à pas mourir. La Marseillaise vient de terminer ses études de chant et consacre tout son temps à cette discipline. C'est un travail qui est un travail de passion, qui est un travail super, où les gens nous disent « Ah, c'est incroyable, vous avez votre passion, c'est fantastique, votre job c'est d'aller sur scène, de chanter ». Oui, mais ça c'est peut-être 15% de notre vrai travail. Il y a tout un travail de préparation, d'endurance, c'est une lutte par rapport à soi-même.
Voilà. À la douche. Cécile ne vient pas d'une famille de musiciens. Mais sa mère l'accompagne à chaque audition. Moi, celui-là, je l'aime, ouais. Il est sympa celui-là, mais il est moins connu. Du coup, je pense que... Ah ouais, mais il est joyeux. Je trouve que les vrais artistes ont toujours besoin de groupies. Oh, merci Moon, c'est gentil. L'image que j'avais de l'opéra, c'est que c'était quelque chose d'assommant. Et réservé un peu à une élite. C'était quelque chose de complètement étranger jusqu'à ce que Cécile chante. Je trouve ça sympa d'être avec quelqu'un, ben voilà, quelqu'un qu'on aime, c'est vrai que c'est chouette. Après, des fois, le stress fait que voilà, on a envie de s'enfermer un peu dans son truc. Mais bon, maintenant, maman est habituée. Voilà. Ça... Chaque année, plus de 400 chanteurs du monde entier postulent à l'Opéra de Florence. Cécile fait partie des 120 candidats retenus pour chanter devant le jury. Et surprise, près du Maggio Fiorentino, elle retrouve une vieille connaissance. Hé, coucou! Ça va? Ça va et toi? Mais oui! C'est incroyable! Ça fait 10 ans? Ben ouais, carrément! Oh là là! Paloma fait aussi partie des heureux élus. Elles ont eu la même professeure de chant il y a 10 ans. Ah, mais du coup, comment tu t'es dit que tu allais faire Florence? Ça fait longtemps en fait que j'en ai entendu parler et j'ai toujours eu envie de le passer étant donné que c'est en Toscane et que ma famille, j'ai de la famille en Toscane. Alors moi, j'ai pas de famille qui vient d'ici, mais c'est vrai que d'être là, de voir ces monuments, de voir ces... Enfin, je trouve que tout sent cette histoire. Enfin, il y a quelque chose de tellement grandiose. On va dire que c'est quelque part magique d'avoir cette chance-là. Bon, bah, Chine alors. Oui. Eh ben, écoute, à des bonnes retrouvailles, je suis ravie. Oui, et puis, eh ben voilà, à Florence. À la Toscane. Dans 2 jours, Cécile et Paloma passeront l'une des auditions les plus importantes de leur vie. Avec à la clé, un contrat d'1 an dans l'un des plus beaux opéras du monde. L'exigence toscane. Sur les hauteurs de Florence, Annie Feold la connaît bien. Chef triplement étoilée, elle fait son marché dans un lieu étonnant. Un potager privé avec vue sur la ville. Ici, on a trouvé des courges. Et puis ici, ces tomates-là sont en train de monter pour mieux voir le dôme. Cette niçoise est à la tête du plus grand restaurant de la région. Ah, quelle beauté! Regardez-moi ça. C'est pas mal. C'est le meilleur potager de la ville, bien sûr, parfumé par toutes ces plantes que nous voyons autour. C'est fantastique. Maintenant, il y a des cigales, alors je suis ravie, enchantée. Parce que c'est comme être à Nice. On devrait faire des spaghetti aglio, olio e peperoncino, parce qu'ils sont les migliori. Quelle beauté. Ça va me piquer sur les mains. Des fruits et légumes frais pour la carte de son restaurant. On a fait notre récolte pour aujourd'hui. On va cuisiner. Venue ici il y a 40 ans pour apprendre l'italien, Annie tombe sous le charme de la Toscane. Et sans aucune formation, elle y ouvre son restaurant, l'Enoteca Pinchiori. 13 ans plus tard, elle devient la première femme d'Italie à décrocher les 3 étoiles au guide Michelin. Alors Ricardo, comment ça se passe? Tout va bien. En cuisine, la brigade d'une 20aine de personnes est en plein coup de feu. Dis-moi, dans la salle verte, il y a qui? Un groupe de 14 personnes. Ils ont pris le menu dégustation. Dans mon métier, je suis italienne. Et dans mon cœur, bien sûr, je suis également française. J'aime encore le foie gras. Les enfants, il faut avoir toujours une pensée vers la cuisine toscane. 3 couverts à la carte. On a 1 homard et 2 turbos. 2 entrées et 1 homard. Allez, on envoie. Chaque jour, Annie vaille au grain. Car en 1995, sans s'y attendre, elle perd sa 3e étoile. Ricardo, son bras droit, était déjà à ses côtés. Je me souviens très bien. Ça a été une journée, c'était un jeudi, je crois, dans l'après-midi, 5h, 5h10. Et M. Victor, il nous a dit qu'on avait perdu la troisième étoile. Et ça nous choquait.
Et nous avons renouvelé notre façon de faire. Nous avons été plus présents, plus délicats. La chef mettra 9 ans à récupérer son 3e macaron. Et depuis, elle cherche sans cesse à se réinventer. Alors, Alors, on va regarder un peu là. à ces plats là, si on arrive à changer un petit peu, il ne faut jamais dormir sur ses lauriers de toute façon parce que, vous savez, dès qu'on se relaxe un petit peu, on tombe par terre. Dans 2 mois, Annie doit renouveler toute sa carte. Ah, grazie. Merci beaucoup. Afin d'éblouir sa clientèle, elle peut compter sur une valeur sûre. Sa cave exceptionnelle. 140 000 bouteilles, parmi lesquelles des grands crus toscans, mais surtout des joyaux français. Voilà le trésor, madame. Ah, quelle chance. Ça, c'est la collection de tous les grands crus de Romanée Conti, avec l'étiquette numéro N. Donc, c'est une collection unique au monde. Il n'y a que ça. Une rareté au prix inestimable. Annie possède tous les grands crus millésimes 1985 du domaine de la Romanée Conti, l'un des vins les plus chers de la planète. Et ici, l'équipe en profite aussi. On a ouvert ça pour le staff quand on a gagné la 3 étoiles Michelin. Et puis ça, c'est pas très beau pour vous, mais on l'a ouvert aussi ça pour le staff quand on a gagné le championnat du monde avec la France. Donc, on a bu le français. C'est très, très bon, hein? Très bon. Moi, je suis des deux côtés. Alors, quand ce sont les Italiens qui ont gagné, je me suis trouvée toute bizarre. Si son restaurant conserve ses 3 étoiles cette année, Annie ouvrira peut-être un nouveau millésime. Il y a tellement de belles choses ici. Mais en attendant, elle va devoir créer de nouvelles recettes pour continuer de surprendre les gastronomes. La Toscane a aussi ses propres trésors viticoles. Au sud de Florence, les vignobles du Chianti. À Castellina, t'es toute nue sous ton pull, y a la rue qui est ma boule, jolie môme. Derrière les murs de cette demeure toscane, s'élève encore la musique d'un célèbre chanteur, Léo Ferré. Il s'y était installé dans les années 70. 25 ans après la mort du chanteur, sa femme Marie-Christine et leur fils Mathieu y vivent toujours. Léo, c'était quelqu'un qui travaillait avec le piano, donc ici, il est toujours là. Moi, j'avais ma chambre juste au-dessus, là, donc voilà, je faisais mes devoirs et puis je l'entendais travailler. Ah, ça, c'est les partitions séparées. C'est écrit petit, hein. Castellane-Chianti, le 1er décembre 1978. Léo. Il a fini ça. Léo, ses grands-parents étaient du Piémont. Alors, il était moitié italien. Et il avait envie de venir en Italie, et c'est pour ça qu'on est venu. On s'est trouvé qu'on était bien. Sur ce domaine, Léo Ferré cultive son amour pour la terre et produit du vin. Là, voilà, on est dans la vigne, là. Léo qui inspecte les grappes. Ah, mais là, on avait le raisin, là, tiens. Il faisait l'andouille. Il s'est mis des grappes dans les cheveux. Mathieu a repris la propriété. Il exploite les 15 hectares de vignes du domaine et produit 50 000 bouteilles de Chianti Classico par an. Mais cette année, le climat ne lui a pas fait de cadeau. Salut. Et qui come... Alors, elle te paraît comment, la vigne? Ça va, ça va. Mais celle d'en haut a l'air un peu plus faible, non? Oui, mais ça, c'est normal. Ici, cette vigne, on l'appelle la Vigna del Pozzo, la vigne du puits, parce qu'il y a un puits un peu plus loin. Et c'est probablement cette vigne qui donne les meilleurs raisins. Il y a des grains secs. Eh ouais, si tu veux faire. Ça fait 3 mois qu'il pleut pas, pratiquement. Tu vois, les grappes, elles sont pas toutes pareilles, là. Hein. Ouais, il y en a quelques-unes qui sèchent. Voilà, on a beaucoup de problèmes de sécheresse, effectivement. Si pendant 2 mois, il ne va pas pleuvoir,
Et il va faire très chaud, surtout les raisins, les grappes vont souffrir, quoi. Alors Mathieu s'est donné un objectif, vendre un maximum de vin à l'export. On est quand même 600 producteurs de Chianti Classico sur le territoire. Donc 600 viticulteurs qui veulent tous essayer de vendre leur vin. Toute cette concurrence est quand même pas facile. C'est une lutte permanente. Mais, comme disait Léo, hein, la lutte permanente, c'est pas mal aussi. Pour faire connaître son Chianti au-delà des frontières italiennes, Mathieu va devoir séduire des distributeurs étrangers. En Toscane, l'art de vivre passe aussi par le respect des traditions. Dans la petite ville médiévale d'Arezzo, la veille de son audition, Paloma, la chanteuse lyrique, rend visite à ses cousins italiens. Quand tu passes ici quelques jours, ça te fait du bien? Oui, c'est sûr. Je me sens toujours très sereine en fait en Toscane. C'est vraiment mes racines et quand j'ai l'occasion de passer une audition, c'est toujours un endroit où je me pose un petit instant et puis je pars faire mes auditions. Sur la place principale se déroule un étrange ballet de cavaliers. Toute la ville se prépare pour la Giostra del Saracino, une des fêtes les plus prisées de Toscane, qui a lieu dans 2 jours. Paloma va en découvrir les coulisses grâce à Claude, un Français d'Arezzo. Comment est l'ambiance le jour de la représentation? Comment est-ce que c'est? Parce qu'il y a énormément de monde, j'ai entendu. Oui, il y a énormément de monde. Oui, ils sont très grands. Les gens sont très enthousiastes de ça. Les chevaliers des 4 quartiers de la ville vont s'affronter dans une grande joute médiévale. Il prend la lance et il va chercher de faire le 5. C'est le point au milieu du carreau là-bas. C'est difficile, je te le dis moi. C'est difficile parce qu'il doit tenir la lance juste au point et la baisser au dernier moment. Si le cheval se bouge d'un centimètre, c'est déjà perdu. Claude fait partie du groupe de musique officiel de la joute depuis 27 ans. Et pour tous, la pression monte. Da capo? Les musiciens répètent 2 fois par semaine toute l'année, car pendant la Giostra, ils jouent toute la journée sans aucune partition. Oh Marco! Oh Marco! Tu pourras m'écrire la partition en entier? Moi je joue la première partie. Comme ça m'aidera à répéter en rentrant chez moi. Le plus difficile, c'est de se rappeler les notes. Le si, le mi, le la, le fa. On a toujours peur de se tromper. Alors on est bien concentré sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit jouer. Jusqu'à 5 minutes avant, on s'amuse, on rigole, mais après, quand on s'habille et on va jouer pour la joute, alors on est vraiment sérieux, on cherche de faire le meilleur possible. 1, 2, 3, 4. L'hymne à la joie leur donne du fil à retordre. C'est pas si facile, quoi. C'est la 2e fois qu'on le fait, alors il faut encore le faire plusieurs fois. On est des perfectionnistes sur ça. Claude et son groupe n'ont plus que 48 heures pour se mettre au diapason. Pas question de décevoir, car le français est devenu une figure locale. Oh Aurelio, che fai? Salut Aurelio, ça va? Oh, t'as la belle vie, toi. C'est à cette heure-là que tu arrives. Ici, si tu penses aux musiciens, tu penses forcément à Claude. Il représente vraiment ce groupe, l'un des plus beaux d'Arezzo. Et moi, je l'appelle Chéri. Pas Claude, Chéri. Il est tout mignon avec ses yeux bleus. Il est toujours bien habillé, mignon. Chéri, quoi. T'es bête. Le jour de la Giostra, toute la ville d'Arezzo aura les yeux rivés sur Claude. De retour à Florence, c'est déjà le grand jour pour Paloma. Son audition a lieu dans 2 heures. C'est un moment pour soi déjà, avant d'aller chanter, de se détendre et puis de se concentrer aussi, d'en profiter pour se concentrer encore sur ses paroles tout en étant un petit peu plus relaxé en fait. À cette période,
la chaleur est écrasante à Florence. Cela pourrait nuire à sa performance. Il y a quand même des conditions qui sont plus difficiles que la vie de chanteur, mais c'est pas tout rose comme on s'imagine. On chante pas tous les jours bien, en fait. Il y a des moments plus difficiles. On n'est pas en forme physiquement, donc la voix est plus sèche. Enfin, c'est difficile à gérer. À l'Opéra de Florence, les auditions vont débuter. 8 places seulement pour 120 candidats. On est très nombreux. Il y a des Italiens, il y a beaucoup d'Asiatiques. C'est sûr que c'est impressionnant, ouais, c'est le Maggio Fiorentino. C'est le début de la pression, du stress. Paloma concourt pour les mezzo-sopranos. Cécile, elle, va essayer de décrocher la place de soprano. Voilà. Cool. Tranquillou. Tranquillou bidou. Mets-toi à l'ombre. Hein. Oui, t'inquiète. J'espère qu'elle a sa place ici, qu'elle a sa place partout. Partout où elle aura envie d'aller. Là, c'est le moment pour moi de chanter, sinon ça va commencer à être difficile nerveusement. Voilà. Faut lâcher prise en fait. Ça, c'est très dur. Dans un instant, Cécile et Paloma vont réaliser pourquoi l'Opéra de Florence est l'un des plus réputés du monde. Nos critères d'évaluation, c'est bien sûr la façon de chanter, mais surtout la prononciation en italien. Parce que si les chanteurs étrangers veulent venir se former ici, c'est avant tout pour se confronter au répertoire italien. Et vous allez découvrir l'un des joyaux de la Toscane. C'est vraiment beau à voir. Des carrières de marbre exceptionnelles. C'est là à droite et ensuite vous suivez les panneaux. Ok. Merci à vous. Ici, pas de loge pour les candidats. C'est dans les toilettes de l'opéra que Cécile se prépare. Et à 1 heure de l'audition, elle hésite encore sur sa tenue. Bon, alors, question, c'est bleu marine ou blanche? C'est un peu ma robe fétiche, même si elle me grossit un petit peu. Soyons honnêtes. Ouais, ben voilà, en disant ça, j'ai fait mon choix, je vais mettre la blanche. Allons-y gaiement, voilà. Face à l'épreuve, Cécile mise encore sur son mental de sportive. Je suis totalement fan de Roger Federer, mon idole, je crois, voilà. Il dit la solution et la force d'aller au bout, c'est en moi. Et en fait, quelque part, je me prends pas pour Roger Federer, soyons clairs, mais je me dis oui, en fait, c'est ça. C'est maintenant, c'est l'instant présent. Avant d'affronter le jury, les candidates ont chacune 10 minutes pour se chauffer la voix. C'est possible de chanter ici? Oui, c'est ici qu'on répète. Okay. Non, simple. Force pas. Allez, vas-y. L'archer, vas-y. Vas-y, sors-le. Attends, là, je sais pas quoi faire pour me mettre dedans. Les exercices servent à se mettre dans la bonne position, à chauffer la voix, à sentir la matière, à sentir le corps. Voilà. Et en l'occurrence, c'est très désordonné, donc c'est toujours un peu inquiétant. On n'est pas sortis là. Cécile va-t-elle retrouver sa voix à temps? Dans le couloir voisin, c'est bientôt le tour de Paloma. J'ai mon porte-bonheur ici, qui est une améthyste. C'est mon petit gris-gris. On est tous un petit peu superstitieux, je pense. Pour d'autres personnes, ce sera, je sais pas, moi, une paire de chaussures, des boucles d'oreilles, une culotte. Tout est possible. Les chanteuses n'ont que 10 minutes pour séduire un jury de professionnels. Buonasera. Buonasera. Chaque candidate commence par l'air de son choix. Pour Paloma, c'est un extrait des Noces de Figaro, de Mozart. Elle s'en sort bien, alors le jury la teste sur un autre morceau. Et vous pourriez nous chanter la première partie de Handel? Pas tout, parce qu'il est très long. Un air à vocalise très exigeant.
Très bien, merci beaucoup. Maintenant, c'est l'adrénaline qui redescend, mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. J'ai pas paniqué, j'ai chanté comme je sais chanter, et voilà. Dans quelques minutes, ce sera au tour de Cécile. Dans le nord de la Toscane, à Carrare, les montagnes révèlent les carrières de marbre les plus réputées au monde. Un marbre qui fait le bonheur des sculpteurs, mais pas seulement. Dans le village de Colonnata, ça sent le lard. Il faut suivre le parfum. Annie, la chef, est venue y chercher un produit d'exception, le lard de Colonnata. Pour sa nouvelle carte, elle exige le meilleur. Une adresse que seuls les initiés connaissent. Ici, nous sommes dans une petite épicerie qui semble toute simple, mais que nous apprécions beaucoup parce que nous savons ce qui se passe dans le sous-sol. Allez, on descend. Depuis 7 générations, la famille Guadani fabrique du lard de Colonnata selon une recette tenue secrète. Ah, quelle beauté! J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai jamais vu comment on le fabriquait. On prend du lard frais, toujours du cochon italien, le dos du cochon, et on le passe dans le sel marin. Ensuite, on ajoute un mélange d'épices. Il y a un peu de tout, cannelle, clou de girofle, anis étoilé. Et c'est votre recette? Oui, on peut dire ça, mais ce ne sont que les ingrédients. Les doses précises, le savoir-faire, ça on le garde pour nous. Mais pour que l'alchimie opère, ce lard doit impérativement être affiné dans des vasques en marbre. Elle a l'air vieille, cette vasque. Elle date de 1500. On se la transmet de génération en génération. Elle a beaucoup travaillé. Il faut qu'elle se repose. Ma grand-mère, ma mère ont toujours utilisé cette vasque. Et le marbre doit impérativement venir de la carrière de Canaloni. C'est le seul marbre qu'on peut utiliser pour faire du lard de Colonnata. Car ce marbre maintient le lard à une température idéale. Quelle beauté! Maintenant, on n'a plus qu'à fermer et à attendre 6 mois. On les laisse dormir pendant des mois et ça devient une merveille. C'est quand même quelque chose. Grazie. À vous, Léna, vous en avez sûrement trop mangé déjà. Moi, j'en mange tous les jours. Tous les jours. Je l'avale en une bouchée. Et le médecin, il vous dit quoi? Contrairement à ce qu'on peut croire, ce lard contient très peu de mauvais cholestérol parce qu'il s'en va à l'affinage. La texture de ce lard est impressionnante parce que c'est léger et c'est goûteux en même temps. Le résultat est tout simple et merveilleux. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Vous avez été très aimable. Et maintenant, c'est nous qui avons une grande responsabilité. Sur place, Annie va avoir une chance unique. Découvrir l'une des carrières les plus hautes de Carrare, en compagnie de Francesca, la directrice d'un atelier de sculpture. Le village de Colonnata tient son nom des colonnes de marbre parce qu'on y produit un marbre très résistant aux intempéries. Il est donc particulièrement indiqué pour faire des colonnes. C'est vraiment beau à voir. C'est ça qui est beau ici en Toscane, c'est que on peut découvrir quelque chose de magnifique tous les jours. C'est quand même intéressant, non? C'est pas partout comme ça. Vedi? Regardez-moi. Ici, il y a beaucoup de poussière, mais c'est un blanc très froid. Je vous le donne. Merci beaucoup. Et je le garde. À la Renaissance, c'est dans ces carrières que Michel-Ange choisissait le marbre pour ses œuvres. Merci. Quelle merveille.
Aujourd'hui, Annie n'est pas la seule Française à venir chercher l'excellence à Carrare. Dans cet atelier, une dizaine de sculpteurs travaillent le marbre chaque jour. L'œuvre de Christian, voilà, c'est un nu féminin. Christian, c'est un exemple typique de ce que Carrare représente pour les sculpteurs de tout le monde. Moi, ça fait 15 ans que j'habite ici, donc effectivement, Ah bon? j'ai pris racine. Combien de temps ça vous a demandé? Je l'ai fait en 7 jours. On n'a pas le droit à l'erreur parce que le marbre, c'est pas comme l'argile, on ne peut pas le remettre. Annie non plus n'a pas le droit à l'erreur. La chef n'a plus qu'un mois pour mettre au point ses nouveaux plats. Dans la vallée du Chianti, les événements se précipitent aussi pour Mathieu. Il a dû commencer les vendanges en urgence, avec 3 semaines d'avance. Cette vendange, c'est vraiment n'importe quoi. La faire aussitôt, on n'y comprend plus rien. Et dès les premières rangées... Ça fait des petites grappes assez maigres. C'est du raisin sec. L'été a été catastrophique. 2 mois de canicule, sans une goutte de pluie. T'as déjà vu un raisin pareil? Même en 2003, c'était pas comme ça. Ici, quand j'étais petit, quand j'avais 5 ou 6 ans, à la même période, on était obligé de mettre des chaussettes hautes. Maintenant, il fait tellement chaud que je pourrais même me balader sans slip. Cet été, on est arrivé à 40 degrés. Le raisin, il cuit, il bout, ça cuit. La quantité de raisin est faible. Le raisin est pas prêt, mais il est trop sucré. Après, le vin, ça vient alcoolique, fort. La fermentation difficile, parce que quand il y a beaucoup de sucre, ça ne fermente pas bien. C'est un investissement important, quoi. Puis après, tu arrives à la récolte, et puis t'as ça. Ça fait mal au cœur. Les vendanges se terminent dans 1 mois. En attendant, Mathieu doit redoubler d'efforts pour vendre sa production. Le premier, c'est le Chianti Classico de 2013. Et là, c'est le Chianti Classico Riserva. Au domaine, le vigneron propose des dégustations gratuites. Et pour faire venir les clients, il a un atout évident. Tout se passe comme vous voulez. Oui, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Quel est votre lien de parenté avec Léo Ferré? C'était mon papa. D'accord, c'est ce qu'on se doutait. Voilà. Il a bercé notre enfance avec la musique. Ah, d'accord. Moi aussi. La mienne aussi. C'est une référence musicale énorme, donc, et qui suscite de l'admiration et que tout le monde connaît, quoi. Qui ne connaît pas Léo Ferré, donc forcément, on entend parler de lui, on se dit ah, il avait une propriété en Toscane, ben on va aller la voir. De voir voilà l'environnement, le jardin où il s'est peut-être promené, où il a peut-être fait des mots croisés ou écouté de la musique. Hein. Enfin, ça nous permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Grâce à son accueil, Mathieu effectue 40% de ses ventes au domaine. Mais c'est loin d'être suffisant. Alors le vigneron va devoir trouver d'autres moyens de vendre sa production. Merci beaucoup. À Florence, au Maggio Fiorentino, il fait près de 35 degrés. Et Cécile attend son audition depuis plus d'1 heure. Je suis un peu en train de me faire assommer par l'attente, en fait. D'être dans l'attente, c'est le pire. De rien pouvoir faire. C'est le pire. C'est enfin au tour de Cécile de convaincre un jury très pointilleux. Nos critères d'évaluation, c'est bien sûr la façon de chanter, mais surtout la prononciation en italien. Parce que si les chanteurs étrangers veulent venir se former ici, c'est avant tout pour se confronter au répertoire italien. Interpréter un air en français tiré de l'opéra Hérodiade, un choix risqué.
Merci, ça ira comme ça. La chanteuse est décontenancée. Le jury ne lui demande même pas de chanter un deuxième air, comme aux candidates précédentes. Ah non, c'est cuit. Franchement, c'est cuit. Je suis trop désolée. J'ai pas vraiment réussi à me mettre dedans. C'était pas catastrophique, mais c'est clairement pas assez. Ils m'ont même pas demandé un deuxième morceau en italien, donc c'est fini. Enfin, voilà, on est en Italie, si on te demande pas de chanter en italien, c'est qu'on veut pas de toi, tu vois. Bon, c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Ouais, et puis il y a toujours 20 échecs pour une victoire, hein. Résultat, dans 24 heures. À l'autre bout de Florence, Grazie. il y a un rendez-vous qu'Annie ne veut surtout pas manquer. Bonjour. Celle que les Italiens surnomment la diva des cuisines se rend dans ce salon de coiffure une fois par semaine. Pour moi, Annie, c'est vraiment comme un membre de ma famille. Comme une mère ou ma tante. Si jamais tu dis une grand-mère, je ne viens plus. Non, 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 une mère ou une sœur. Ça fait plaisir. Quand on a un restaurant d'une certaine classe, il faut être toujours de bel aspect. Avoir cette couleur de cheveux et ces mèches, c'est une chose assez délicate. Et j'y tiens énormément. Cette coiffure est devenue sa marque de fabrique. Je m'appelle le phare. Parce qu'avec ces cheveux, je risque pas de me cacher. Mais enfin, c'est mon plaisir. Alors là, tu mets un peu de lac. C'est assez gonflé? Oui, là c'est bon, tu as le casque. Après le casque, Annie va devoir remettre la toque. La chef doit mettre au point de nouvelles recettes avec Riccardo et Alessandro. Elle a eu l'idée de marier le fameux lard de Colonnata avec des gambas. Une alliance terre-mer peu commune. Donc on enrobe les gambas de lard? On va voir si ça marche. Niveau goût, c'est sûr que ça n'en manquera pas. Mais la résistance à la chaleur, ça c'est autre chose. Et il faut essayer. Ça n'est que comme ça qu'on arrive à trouver une bonne recette. Une fois enrobées d'une fine tranche de lard, les gambas sont saisis dans une huile infusée au laurier. Voilà, ça c'est déjà beau. On n'a pas encore gagné. Au niveau visuel, le lard, il a un petit peu perdu. Oui, il a disparu. Disons qu'il a disparu. Mais s'il a tout envoyé à l'intérieur du gambas... On est content. Voilà. J'y vais ou j'y vais pas? Allez-y. J'y vais. Ça a donné un goût fort même un peu trop salé. Le lard, il a aromatisé bien le gambas, mais on ne sent plus le goût vrai du lard. On va essayer. Ils vont devoir retravailler ce plat. En attendant, Riccardo et Alessandro veulent soumettre à Annie une nouvelle recette de raviolis. L'originalité, c'est que ces pâtes seront cuites à la poêle et non dans l'eau. Pour les Italiens, c'est un bel affront de cuire des pâtes comme ça. Mais c'est très intéressant et très moderne. Il faut trouver quelque chose de nouveau, avec des racines dans la cuisine italienne. C'est du vieux, mais ça va devenir un peu plus jeune. C'est un lifting. Le défi, réussir la cuisson de ces raviolis aux tomates et aux courgettes du potager. Ça brûle. La première tentative dans l'huile d'olive est un échec. Ça fait frit. Il faut juste un peu rissoler. Les cuisiniers essaient avec un mélange de beurre et d'huile. C'est très joli, il y a de belles couleurs. C'est agréable, c'est léger. Super, c'est excellent. Mais c'est tout trop petit. On n'a pas le temps de goûter ces raviolis qu'ils sont déjà finis. Il faut les raviolis un peu plus grands pour goûter davantage, pour se faire plaisir en réalité. Si on fait un fond rond comme ça,
Oui, Et après, on fait des c'est ça, raviolis c'est comme ça. ça. Oui, mais je pense que c'est mieux. Les cuisiniers n'ont plus beaucoup de temps pour peaufiner ces recettes. La nouvelle carte doit être lancée dans un mois. À Arezzo, après son audition, Paloma retrouve Claude. Le musicien lui fait découvrir les 4 quartiers qui vont s'affronter lors du tournoi. Tu vois, il y a le drapeau du quartier de Porta Coscica et de l'autre côté, le quartier de Sant'Andrea. Mais par contre, ils n'ont pas partagé l'église. Non, l'église, non. L'église, c'est de Sant'Andrea. Sant'Andrea. Et donc, Porta Crocefera, ils ont le droit de rentrer dans l'église ou c'est interdit? Le jour de la joute, non. Pas avec le foulard. Pas avec le foulard. Grâce à Claude, Paloma rencontre les chevaliers qui défendront les couleurs de Santo Spirito, le quartier du musicien. Vous vous sentez comment juste avant cette joute si importante? Vous êtes stressé? On s'entraîne toute l'année pour la joute. Et tout le travail d'une année va se jouer en 4 secondes et demie. Pour nous, c'est comme un tir au but dans une finale de Coupe du Monde. Donc, il faut apprendre à gérer la pression et gérer le stress. Elia et Gian Maria sont les favoris. Ils ont remporté les 4 dernières joutes. Quand on gagne, on est heureux jusqu'à la joute d'après. Bien sûr que le palmarès compte, mais l'important c'est de gagner celle-là pour être les rois de la ville pendant 8 mois. La joute commence dans 1 heure. Dans les vestiaires, Claude se glisse dans son collant médiéval. Ça, c'est le vêtement des musiciens. Je suis bien content de le mettre. Hein. C'est important de le mettre, c'est chic. C'est un honneur, quoi. On représente la ville de Arezzo. Pendant plus de 8 heures, les 44 musiciens vont donner le rythme des festivités. On commence à jouer sur la place San Francesco. Et de là, on lance le défilé. Allez les gars, on reste tous bien concentrés. À nous de jouer. On a travaillé toute l'année pour ce jour-là, alors on doit être super. On doit être super. On ne peut pas se tromper. Aujourd'hui, c'est impossible de se tromper. Dans le Chianti, c'est aussi une journée importante pour Mathieu Ferret. 3 semaines après la fin des vendanges, il surveille la vinification. Ça sent fort, hein? À 8h30 du matin, c'est un bon petit-déj. Ça me plaît bien, je dois dire. J'aime bien ces opérations. Il y a une bonne odeur, on dirait presque de la grappa. Il faut donner de sa personne pour faire du vin. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ça va être un très bon cru, avec ma transpiration à l'intérieur. Alors, on va me faire partir la machine. Les peaux et la pulpe du raisin sont ensuite pressés. Regarde-moi cette couleur. C'est spectaculaire. Bien pourpre comme ça. J'aime bien rêver. J'imagine les gens qui vont le boire un jour. Je me dis, voilà, peut-être qu'il y a déjà un couple, une histoire d'amour qui va naître en buvant ce vin-là. Voilà, c'est un peu ma façon de rêver aussi, quoi. Finalement, la fermentation s'est bien passée, mais les quantités de vin sont faibles. 40 000 litres seulement. C'est dur. C'est dur. Ça fait moins de la moitié de l'année dernière. S'il y avait eu plus de vin, ça aurait été financièrement plus facile pour récupérer les dépenses qu'on avait pendant l'année, quoi. Seul espoir pour Mathieu, conquérir de nouveaux clients lors d'un grand salon du vin qui se tient dans quelques jours en Belgique. Alors que le soleil se couche sur Florence, c'est l'effervescence dans le restaurant d'Annie Féold. Così, vai.
La chef présente sa nouvelle carte pour la première fois. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue. Je vous propose de découvrir notre menu dégustation avec tous nos nouveaux plats. Oui, c'est la première avant-première, donc il y a un petit peu de pression aussi parce qu'on essaye et on va voir ce que les clients vont dire. En entrée, le précieux lard de Colonnata. Après plusieurs tentatives, ils ont finalement trouvé une technique étonnante pour le sublimer. Il ne faut pas trop le cuire, sinon il prend un goût trop fort qui ne me plaît pas. Mais à peine saisi comme ça, là c'est fantastique. Gambas marinées au citron vert et au poivre rose, avec son carpaccio de cèpe, sur un coulis de framboise et son lard de Colonnata. Les clients vont-ils apprécier ces plats novateurs? Dans un instant, Annie va savoir si sa créativité lui permet ou pas de conserver ses 3 étoiles. Ça a l'air délicieux. Oui, ça devrait être bon. Je l'ai goûté plusieurs fois, alors vous pouvez y aller sans crainte. On a l'Opéra Maggio juste derrière nous. Moderne mais beau. Il a beau paraître plus petit, c'est toujours... c'est un monument, c'est le Maggio. Quant à Cécile et Paloma, elles vont connaître les résultats du concours de l'Opéra de Florence. Très délicat. L'association entre le lard de Colonnata, notre spécialité toscane, et ses gambas crues, c'était vraiment une association impensable pour moi. C'est un plat plein de fantaisie et de saveurs. Autour des raviolis aux courgettes du potager. Annie n'était pas satisfaite du dressage. Elle a donc fait faire des assiettes sur mesure. Ça fait partie du bon résultat et de la bonne présentation. Ce sont des petites touches comme ça qui donnent de l'effet à chaque chose que nous voulons mettre là-dedans. On tapote l'assiette pour que la sauce soit vraiment lisse comme un miroir, un cercle parfait. Ça a l'air délicieux. Oui, ça devrait être bon. Je l'ai goûté plusieurs fois, alors vous pouvez y aller sans crainte. Ces tomates. Les raviolis restent croquants mais très goûteux. C'est savoureux, délicat, exceptionnel. Ça me fait plaisir. Jusque-là, c'est un sans faute. Les clients étaient très contents des raviolis. Maintenant, je vais voir les autres tables pour récolter le reste des louanges. Je vais mettre tous ces compliments dans un petit paquet et je vous les apporte en cuisine pour que vous les partagiez ensemble. Bien sûr, comme d'habitude. 2 mois plus tard, à la parution du guide Michelin, Annie apprendra que son restaurant conserve ses 3 étoiles. Et c'est une distinction encore plus prestigieuse que la chef doit recevoir à l'ambassade de France à Rome, la Légion d'honneur. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour madame l'ambassadrice. Je crois que vous avez eu chaud. Non, attends un peu. Venez, c'est un peu plus frais. Merci infiniment. Pardon. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce très beau palais Farnèse. Entourée par son mari Giorgio et ses proches, Annie est décorée par l'ambassadrice. Annie Féhold, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci infiniment. C'est très bien. Merci beaucoup. Vive la France. Et vive la France, et comment, un vrai plaisir. Vive la belle alliance entre l'Italie et la France que vous représentez tous les deux. C'est un jour que je n'oublierai jamais, parce que c'est une merveille pour moi et pour notre restaurant, en remerciant ces jeunes gens
et Giorgio parce que c'est bien avec eux que j'ai travaillé pendant toute une vie. Oui, c'est une belle couleur, ça va très bien. Congratulations. Félicitations. Merci à toi pour tout. Annie espère bien faire vivre le raffinement à la française et l'excellence toscane de longues années encore. À plus de 1000 km de la Toscane, à Namur, Mathieu part à la conquête du marché belge. Je me dis qu'en fait, on devrait trouver un salon du vin à Casablanca plutôt. Parce que tu sais, là-bas, il fait plus chaud. Les Belges aiment beaucoup la Toscane. L'été, ils viennent chez nous et l'hiver, on vient chez eux. Voilà. Le salon du vin de Namur accueille plus de 4500 visiteurs pendant 3 jours. Ces caisses, on va les empiler en dessous. C'est ma fille Charlotte que j'ai réquisitionnée pour venir m'aider sur le salon. Ça lui faisait plaisir, elle n'avait pas d'examen à l'université, donc elle a dit je viens avec toi le week-end et voilà, je suis très content. Mathieu peut aussi compter sur son ami André. On a amené des télévisions? Non. Ah merde. Ah il en fallait? Je te l'ai dit. J'oublie toujours tout moi. Fort heureusement, Mathieu n'a pas oublié son objectif. Vendre un maximum de vin et peut-être séduire un importateur. Un défi, car le salon regroupe plus d'une centaine de producteurs. Dans le vin, la concurrence, elle existe. Il y a énormément de vignerons, mais les producteurs qui sont présents sur le stand, italiens, il ne doit pas y en avoir beaucoup. C'est un peu un avantage. Vous les goûtez tous ou... Oui, un petit peu. Oui. Alors on commence par celui-ci, 2012, Campacci. Vous n'avez pas? Pour moi, le pays, ça n'a pas d'importance. C'est plutôt ce qui est dans la bouteille, pas la force. Merci. Au plaisir. Il n'a même pas demandé les prix. Donc, probablement, il n'a pas... C'était pas ce qu'il cherchait, quoi. Donc, voilà. J'ai aucun argument pour séduire quelqu'un. Je ne suis pas un extrêmement bon commercial, on va dire. C'est le vin qui doit parler tout seul. Alors, ça va là. Mathieu a engagé beaucoup de frais pour ce salon. Alors, il va devoir prendre sur lui pour attirer la clientèle. Vous voulez le goûter aussi? Oui. Merci. Ça va être très bon. Vraiment très agréable, ces vins italiens. Oui, alors vous aviez 2 caisses de Riserva, 2 caisses de Fumino. En fin de journée, ses efforts sont récompensés. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a eu quelques nouveaux clients, voilà. C'est tout à fait positif, ça veut dire que c'est en croissance. C'est une satisfaction de voir que ton travail est enfin abouti. Après 3 jours de salon, Mathieu n'a pas trouvé d'importateur. Mais il a vendu les 1200 bouteilles apportées de Toscane. À Florence, au lendemain des auditions à l'opéra, Cécile et sa mère attendent toujours les résultats. Pour évacuer la pression, la chanteuse se rend au Duomo, l'une des merveilles de la ville. J'adore le campanile. Je sais pas, il est travaillé, mais il est tellement épuré. En fait, c'est lui souvent qui m'émeut vachement. Il a fallu près de 200 ans pour édifier cette cathédrale. Je suis toujours très émue. Pourtant, ça fait au moins 10 fois que je le vois, mais je trouve que c'est fantastique. En musique et en chant, on a besoin de temps. Et quand on est face à des monuments comme ça, qui vous rappellent, la persévérance qu'il faut pour arriver à quelque chose d'unique et de magique, finalement, on le fait pas pour rien. Tout n'est que travail, quoi. La coupole du Duomo est la plus grande au monde. Elle est ornée de célèbres fresques représentant le jugement dernier. Toute la partie qui est en bas, c'est que des... Oui, c'est le pire. C'est que des machins affreux. Déjà ça l'enfer. Mais quand tu montes, du coup, tu le vois de beaucoup plus près et c'est vraiment fantastique. Ah, c'est la récompense. On a l'Opéra Maggio juste derrière nous. Moderne mais beau.
Il a beau paraître plus petit, c'est toujours... c'est un monument, hein, c'est le Maggio. Hein. Justement, les résultats du concours de l'opéra viennent d'arriver par email. J'ai reçu la confirmation que j'étais pas passée au tour final de l'académie. Ben voilà, c'était sans grande surprise. Là, je crois que des fois, on est très conscient aussi de ce qu'on est capable de donner, enfin voilà, de ce qu'on a donné, de la prestation qu'on a donnée, et que ben voilà, ça fait jamais plaisir, mais c'est totalement sans surprise que ça passe pas cette année. Elle n'a pas cette fois-ci, elle aura la prochaine. Cécile va continuer de travailler. L'Opéra de Florence reste l'un de ses principaux objectifs. À Arezzo, cela fait déjà 2 heures que Claude défile dans les rues de la ville. Paloma est venue admirer les 300 habitants en costume qui font revivre la Toscane médiévale. On tourne, on retourne, on va d'un côté et de l'autre côté, on marche beaucoup, oui, peut-être des dizaines de kilomètres. En plus, on marche pas trop vite, on marche doucement, alors c'est très fatigant. Claude et les musiciens ont un privilège de taille. Récupérer dans la cathédrale le trophée tant convoité, la lance d'or. On est les premières personnes qui voient la lance, voilà, on est bien content. Le peuple ne le voit pas. Il y a les couleurs des 4 quartiers, Santo Spirito, Porta Crucifera, Sant'Andrea et l'autre c'est San Laurentino. Et chaque quartier, ils vont venir, ils vont la toucher pour dire c'est moi qui dois la prendre, c'est moi qui dois la gagner. À quelques mètres de là, Paloma a reçu les résultats du concours de l'opéra. Pour le Maggio, ça n'a pas fonctionné. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on est tellement de candidats et tellement de chanteurs qui se présentent pour ça, et d'un niveau qui est quand même très élevé. Donc les chances sont vraiment très, très minimes pour être reçues. Je continue à travailler et puis on verra où se trouve mon chemin exactement. Mais mon cœur est en Toscane, il restera toujours en Toscane. Dans l'après-midi, pour se changer les idées, la chanteuse rejoint les 4500 spectateurs sur la Grand Place. Elle vient supporter les chevaliers du quartier de Claude. Je me prends au jeu en étant vraiment dans l'ambiance. J'ai hâte de voir le spectacle. Sur la piste, l'arrivée de Claude et des musiciens marque enfin le début des hostilités. Elia, le chevalier de Santo Spirito, s'élance le premier. Il décroche 4 points sur 5. Oui, c'est très agité. Hein. Il y a tout le monde qui se met à hurler. C'est vraiment une grosse pression toujours. Et pour les chevaux, ça ne doit pas être évident non plus. C'est ensuite au tour de Gian Maria. 4 points pour lui aussi. Mais ce ne sera pas suffisant pour conserver la lance d'or. C'est le quartier de Sant'Andrea qui remporte le trophée. Claude, lui, a réussi à tenir la cadence jusqu'au bout. Pour moi, c'était très bien, on a bien joué, c'était amusant de regarder chaque quartier qui sont contents, pas contents des coins qu'ils ont fait. Toute la ville nous aime, alors on est bien contents de faire ça. Avec leur enthousiasme, ces passionnés font vibrer le cœur de la Toscane d'année en année. Et restez avec nous dans un court instant. Nous allons revêtir nos habits de lumière. Le virus de la fièvre du samedi soir risque de vous rattraper. À tout de suite.